Salut, c'est Théo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Cherry Mahan, qui est une jeune fille qui a disparu il y a plus de 35 ans à la sortie de son bus scolaire. Comme c'est à peu près en ce moment la période de la rentrée scolaire, j'étais déjà tombé sur cette histoire et je m'étais dit que j'allais vous la raconter un jour ou l'autre. Je trouve que c'est un peu le bon moment, d'autant plus que cette histoire elle est absolument incroyable puisque aujourd'hui on est en 2020 et cette histoire on n'a toujours aucune réponse, on sait toujours pas ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est absolument incroyable dans l'affaire. Et je profite également de cette vidéo pour vous parler du fait que j'ai collaboré avec la mutuelle Nous Tous il y a quelques jours, où j'ai parlé de certains sujets concernant la rentrée scolaire, concernant des sujets qui me tiennent à cœur. Et j'en ai fait des petites vidéos qui sont postées sur les réseaux sociaux de la mutuelle Nous Tous. Je vous mettrai de toute façon le lien de ces vidéos en barre d'infos. Et le site de la mutuelle aussi si vous voulez vous renseigner, mais ça me ferait plaisir que vous allez jeter un petit coup d'œil parce que j'ai parlé notamment de la rentrée scolaire, de harcèlement scolaire, de stress, etc. Et voilà, c'est des causes qui me tiennent à cœur et du coup, voilà, pour que vous puissiez le voir, je vous mets les liens en barre d'infos. Parce que c'est pas sur mes réseaux sociaux à moi, c'est sur les réseaux sociaux de la mutuelle. Pour comprendre un peu l'histoire de cette disparition, on va partir dans les années 1980. Cherry Mahan, elle est née en 1976 aux États-Unis, plus précisément dans l'état de Pennsylvanie et encore plus précisément dans la ville de Saxonburg. Sa mère, elle s'appelle Janice Mahan et son père, lui, il est inconnu. Et pourquoi son père est inconnu? C'est parce qu'en fait, donc Janice s'est faite violer à l'âge de 15 ans par un homme. Elle est tombée enceinte de cet homme et elle a eu Cherry Mahan à l'âge de ses 16 ans. Et voilà pourquoi le père est inconnu. Donc ce qui explique que Cherry Mahan et Janice Mahan étaient assez proches niveau de leurs âges parce que elles avaient que 16 ans d'écart. Elles étaient super proches et super complices du fait de ce peu d'âge d'écart. Donc bref, on connaît pas le père biologique de Cherry, mais sa mère Janice, elle a été en couple avec un homme qui s'appelle Leroy Mahan et Leroy considérait Cherry comme sa fille, voilà. Bien que, de ce que j'ai cru comprendre, il n'a pas été considéré, il a pas adopté Cherry. Bon, peut-être je me trompe, mais en tout cas, de ce que j'ai lu, il l'a considéré comme sa fille, mais il n'avait pas... Bon bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Quelques années plus tard, la famille, elle décide de changer d'endroit, elle déménage, et elle va dans le comté de Butler, qui dit donc déménagement, forcément, dit changement d'école pour Cherry, période chiante. Et connu ça, vous voyez de quoi je parle, le stress de changement d'école, etc., etc. Bref. On est aux États-Unis et comme on peut voir parfois dans... pas parfois, mais tout le temps, dans les films américains, dans les séries et tout ça, vous voyez, les enfants vont à l'école en bus jaune, qui les ramène à l'école, qui vient les chercher chez eux, etc. Déjà, à savoir, c'est que ces bus existent vraiment, c'est pas du tout un cliché dans les films, il y en a beaucoup, mais celui-ci, c'est pas un cliché de film. Aux États-Unis, il y a vraiment des bus qui viennent chercher les enfants, alors pas directement devant chez eux, mais à un arrêt de bus très proche. Ils les emmènent à l'école et idem quand ils reviennent de l'école, du coup, ils les ramènent à cet arrêt de bus. Voilà, et c'est comme ça qu'ils vont jusqu'à leur école. 22 février 1985, Cherry part donc à son arrêt de bus. Elle va à pied jusqu'à son arrêt de bus puisqu'il est à peu près à même pas 100 mètres de chez elle. Et c'est le dernier jour avant le week-end, on est vendredi. C'est cool, normalement le vendredi. Elle passe sa journée, elle reprend le bus le soir et elle retourne chez elle pour commencer son week-end. 2 jours de chill, toi-même tu sais. Elle est dans le bus du retour de l'école, vendredi soir, elle arrive à son arrêt de bus, elle descend avec 3 copines à elle, enfin au total ils étaient 3 je veux dire, et les 2 copines avec qui elles étaient sont parties en voiture parce que l'une des deux, il y avait sa mère en gros qui était à côté de l'arrêt de bus en voiture. Elles habitaient un peu plus loin donc la mère était venue les chercher à cet arrêt de bus là. Donc bref, les 2 petites partent en voiture avec la mère de l'une des 2. Et Cherry, comme elle habite à peu près à moins de 100 mètres, elle décide de... Enfin, elle peut rentrer chez elle à pied quoi, elle a besoin de personne pour venir la chercher ou quoi. Mais ce vendredi 22 septembre 1985, à la sortie du bus, c'est la dernière fois qu'on a vu Cherry Mahan. Elle avait disparu. Invisible, personne ne sait où elle est passée à la sortie, enfin une fois que le bus a repris la route, on ne sait pas. Et aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, on ne sait toujours pas où est Cherry Mahan. On ne sait pas si elle est vivante, on ne sait pas si elle est morte. Et ça, c'est le très grand mystère de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé à la sortie de ce bus? Personne comprend. Les 2 parents, forcément, ils ont commencé à s'inquiéter, ils ont
déjà dans un premier temps, ils pensaient que Thierry, elle avait pas pris le premier bus scolaire pour entrer, pour diverses raisons, peut-être elle l'avait raté, peut-être il était plein, etc. Ils se sont dit, bon, elle va arriver dans le bus juste après, ça sert à rien qu'on panique, on va attendre. Le deuxième bus arrive, toujours pas là, et là ils ont vraiment flippé. Du coup, ils ont averti la police, et ils ont expliqué que voilà, leur fille n'était pas rentrée, et ils n'avaient aucune info sur ça. Je rappelle aussi quand même à l'époque, on est en 1985, les téléphones, etc. Enfin, elle pouvait pas appeler ses parents et dire oui, je suis dans le bus, j'arrive, machin. Là, il y avait aucune info. C'est ça aussi qui est complexe avec généralement les affaires qui datent des années 80, c'est que c'était un peu tôt pour toutes les avancées technologiques qu'il y a maintenant, et du coup, c'est pour ça que il y a eu beaucoup de mystères dans ces années-là. Voilà, c'était difficile quoi, d'essayer de comprendre et d'essayer d'avoir des preuves. Et la technologie, ça a ses avantages, ses inconvénients, mais un des avantages, c'est vrai que pour ce genre de disparition, ça peut vachement aider. À l'époque, c'était pas le cas. Et c'est ce vendredi soir que l'enquête a commencé pour la police. La police, dans un premier temps, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déjà cherché autour de l'arrêt de bus et aussi dans l'allée qui menait à la maison, parce qu'il y avait une petite allée pour aller jusqu'à la maison. Ils ont cherché partout, ils fouillaient partout, il n'y avait rien. Et en plus, ce qui est encore plus suspicieux, c'est qu'à cette période, il y avait énormément de neige qui était tombée. Donc du coup, la police s'est dit, c'est tout à fait logique que on est censé retrouver en fait des traces dans la neige. Enfin, il y a personne qui marche sur la neige en flottant quoi. Donc forcément, il devait y avoir des traces quelque part. Il devait y avoir une réponse. Et en fait, non, il y avait rien. Il y avait pas de traces dans la neige. Il y avait pas de pas. Et c'est à partir de là où on s'est dit vraiment mais qu'est-ce qui se passe quoi. Les enquêteurs ont donc étendu la zone de recherche, ils ont fouillé encore plus autour de chez elle. Il y avait énormément de personnes qui se sont mobilisées, si je dis pas de bêtises, à peu près 250 personnes qui les aidaient à chercher partout. Il y avait même des hélicoptères qui ratissaient la zone pour surveiller d'en haut, enfin c'était vraiment un dispositif assez important. Les gens continuaient à chercher et toujours rien, aucune nouvelle de Thierry. Il y a une cagnotte, entre guillemets, qui s'est mise en place de 39 000 $ pour la retrouver, quoi, pour aider les parents, potentiellement à avoir des infos, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que généralement, quand des personnes, entre guillemets, proposent de l'argent pour quelqu'un qui retrouve, c'est un bon moyen pour savoir si la personne, en l'occurrence ici Thierry, en fait c'était un bon moyen pour savoir si elle avait été kidnappée en l'échange d'argent ou non. Donc là en l'occurrence, puisque personne ne s'était déclaré, tout portait à croire qu'elle n'avait pas du tout été kidnappée contre une rançon. Parce qu'il y a beaucoup de timbrés qui font ça, qui kidnappent des gens, qui attendent que la famille, que les proches proposent une somme d'argent pour justement voilà, récupérer l'argent, machin, etc. Voilà. Il y en a qui le font. Et donc encore plus mystérieux quoi cette histoire, parce que si personne l'avait kidnappé pour de l'argent, on retrouvait pas ses traces, mais en fait qu'est-ce qui s'était passé? Enfin, qu'est-ce qui se passe là tout simplement? Les parents, imaginez-vous, ils devaient rien comprendre, se dire mais attendez, personne veut de l'argent, personne l'a kidnappé, a priori, qu'est-ce qui s'est bien passé? Ça devait être horrible, vraiment. Également aussi, j'ai pas précisé, mais la famille elle avait pas été mise en cause, enfin elle avait pas été... C'était pas des potentiels suspects dans l'affaire, parce que toutes les preuves avaient été réunies pour les écarter justement de toute source de suspicion. Parce que ça arrive aussi beaucoup que des familles tuent les enfants, appellent d'eux-mêmes la police pour dire que les enfants ont été retrouvés morts, et justement, comme ça ils sont pas... comment dire? En fait, c'est moins suspicieux si les familles appellent pour dire que leur enfant a été retrouvé mort. C'est des gens complètement timbrés, mais il y a beaucoup d'affaires comme ça, peut-être vous en connaissez même, des gens qui tuent leurs enfants, qui appellent et qui, comme si ça n'a jamais été eux, et qui finalement, en fait, oui, c'était bien eux qui ont tué leur enfant. Vous en connaissez peut-être des affaires comme ça, il y en a énormément, en France, à l'étranger, donc voilà, peut-être vous avez des exemples en tête. Donc bref, en tout cas, dans cette enquête, les parents étaient pas du tout suspectés. C'est à savoir. Après de multiples recherches, il y a tout de même une piste qui a vu le jour. Une piste assez mystérieuse. Lorsque Thierry est sorti du bus avec ses deux copines, la mère de l'une des deux filles qui était en voiture a dit à la police qu'elle avait vu, non loin de l'arrêt de bus, une camionnette qui était stationnée, enfin une fourgonnette plutôt, qui était stationnée. Elle a pu plus ou moins décrire cette fourgonnette. C'était une fourgonnette bleue sur laquelle il y avait une grande peinture avec
un homme qui descendait une piste de ski. Forcément, c'est absolument pas le genre de fourgonnette qu'on croise partout, donc ça a un peu... C'était un peu curieux, donc je pense que c'est un élément qui a pas mal aidé la police. Et en fait, justement, la police, en essayant de remonter les infos et de voir juste après l'arrêt de bus où est-ce qu'elle aurait pu être vue, ils sont tombés sur pas mal de personnes qui leur ont dit qu'ils avaient croisé justement cette fourgonnette en ville. Et quelques jours encore après, la fourgonnette, elle a été repeinte en noir total. C'est quand même louche, faut se l'avouer. Tu repeins pas comme ça du jour au lendemain ta camionnette, d'autant plus qui a été aperçue du moins dans un endroit où une petite fille a été enlevée, donc c'était très bizarre. La police a commencé à étudier très sérieusement cette piste. Mais malgré plusieurs témoignages, et ben en fait ils ont perdu toute trace de cette fourgonnette. Donc on n'a plus jamais su où est-ce qu'elle se trouvait. Alors, je sais pas du tout comment c'est possible qu'on puisse perdre la trace d'un véhicule comme ça, d'autant plus une fourgonnette, dans un petit contrée des États-Unis. Mais encore une fois, bon, j'essaye de me dire, on était dans les années 80, il n'y avait pas de caméra surveillance, je pense, dans les rues comme ça l'était aujourd'hui. Il n'y avait pas les téléphones, il y avait pas, on pouvait pas avoir la localisation de tous les téléphones portables, comme aujourd'hui, les voitures comme les Tesla qui sont ultra connectées, qu'on peut localiser, enfin, il n'y avait pas tout ça. Donc, même si ça paraît louche, il faut remettre aussi dans le contexte de l'époque, qui était que on n'avait pas toutes ces technologies, tous ces moyens de contrôler, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'essaye de me dire que oui, ils ont pu la perdre plus facilement sans vraiment trop comprendre. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est ce qui s'est passé. Ils ont plus jamais revu cette fourgonnette, jamais nulle part. Plus le temps passe, plus les enquêteurs commencent déjà à perdre patience, ils comprennent plus, ils savent plus vers quoi se diriger, et c'est compréhensible. Du coup, ce qui se passe, c'est que des photos de Cherry a été imprimées sur des cartes postales et envoyées absolument à toute l'Amérique. Donc c'est pour ça que cette affaire, elle était assez populaire. Enfin, elle a été popularisée du moins aux États-Unis parce que toutes les familles ont eu presque une carte avec la photo de cette jeune fille. Tout le monde en a pris connaissance et c'est, on va dire, à partir de ce moment-là que l'affaire, elle a pris vraiment un tournant énorme, du moins national, international, je sais pas, mais du moins vraiment national. Tout le monde en a entendu parler. On arrive dans les années 2000, toujours rien, toujours aucune nouvelle de Cherry. Et la police décide de créer un portrait robot de ce à quoi pourrait ressembler Cherry à cette période. Donc elle avait à l'époque 23 ans. Elle ressemblait à ça en étant petite et le portrait robot ressemblait à ça. Donc idem, la photo d'elle, donc à 23 ans faite par la police, elle avait été envoyée partout. Tout le monde en a encore une fois entendu parler sans malheureusement avoir pu trouver des solutions. Et la police a continué à faire quelques portraits robots par la suite pour essayer justement d'évaluer à quoi elle aurait pu ressembler au fur et à mesure des âges. La mère de Cherry, donc Janice, a parlé récemment dans une interview. Elle a expliqué que la police, elle n'a jamais cru à son histoire de viol lorsqu'elle avait 15 ans, et que du coup c'était horrible parce que pour elle, elle était presque persuadée que l'enlèvement, la disparition de Cherry avait un rapport de proche ou de loin avec son violeur. Elle a cependant dit que elle était persuadée que c'était pas lui en question qui avait enlevé et fait disparaître Cherry, mais que c'était probablement quelqu'un autour de cette personne. Janice, do you think there is a connection between the rape, Cherry's birth, and 8 years later her disappearance? I do. I believe that, but I can't prove anything. You believe that the man you say raped you may have had something to do with Cherry's disappearance? In a roundabout way, yes. Not him personally, but the people that he knows, yes. À quelques reprises, il y a comme ça des pistes et des témoignages qui sont arrivés un peu sortis de nulle part, auxquels malheureusement Janice s'est raccrochée énormément. Mais en fait, à chaque fois, c'était des fausses pistes et ça l'a foutu encore plus dans le mal qu'elle ne l'était déjà parce qu'elle avait perdu sa fille, elle a jamais eu de nouvelles. L'horreur, quoi. On t'apprend, ah peut-être on l'a retrouvée en fait, non, peut-être en fait non. C'était terrible, quoi. Parmi ces faux espoirs, une femme qui habitait dans le Michigan qui, un beau jour, a appelé, et puis a dit qu'elle était Cherry parce qu'elle avait regardé tout ce qui s'était passé et puis elle était persuadée que c'était Cherry. Ils ont fait des tests ADN, ils ont essayé de rechercher parce que c'était une petite fille qui avait été adoptée et en fait finalement non, c'était absolument pas elle. Donc encore une fois, faux espoir. Il y a une autre piste qui est arrivée également plus tard. Janice a reçu une lettre anonyme d'une personne qui
décrivait tous les détails sur l'enlèvement de Cherry. Où, quand, pourquoi, comment, le meurtre, où, quand, pourquoi, comment, son enterrement, où est-ce qu'elle était enterrée, où se trouvait le corps de Cherry. La police du coup a pris extrêmement ça au sérieux, bah, tout comme Janice. Ils se sont rendus à l'endroit, ils ont essayé de trouver le corps, rien du tout. C'était très probablement un canular d'un psychopathe. Et à partir de ce moment-là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ce qui est totalement compréhensible, c'est juste horrible, sachant que c'était des années et des années après. Janice, à la suite de ça, elle a littéralement sombré dans la drogue, dans l'alcool. Elle a essayé de se suicider. Elle se posait H24 les mêmes questions auxquelles elle avait aucune réponse. Janice says the unknown created a pain she could not handle, and initially she turned to drugs, selling everything they had. Just to get another high because that pain was killing me. Only Leroy's strong arm kept her from jumping out of their truck on Route 8. I was gonna jump out because that car behind me was gonna squish me like a bug, and I didn't care because the only thing that I cared about was taken from me. Aujourd'hui, elle va mieux, elle essaye de relativiser et de repartir de l'avant grâce à la religion, qui l'aide beaucoup. On est en 2020 et toujours aucune nouvelle de Cherry Mahan. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle a été enlevée? Est-ce qu'elle est actuellement séquestrée? Est-ce qu'elle est à l'autre bout du monde? Est-ce qu'elle a changé d'identité? Personne sait et peut-être que personne ne saura jamais. Elle a été légalement déclarée décédée, mais sa mère continue toujours d'espérer qu'un jour ou l'autre, elle va pouvoir reprendre sa fille dans ses bras et repartir de l'avant et pouvoir être enfin en paix avec elle-même et avec toute cette histoire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je sais pas si vous connaissiez cette histoire, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment horrible. C'est une affaire qui m'a vraiment, moi, retourné quand j'ai appris tout ça. C'est complètement incroyable, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est selon vous, est-ce que elle pourrait être vivante? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissez l'affaire, si vous avez des théories. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Il y a des nouvelles vidéos qui vont arriver. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut!